Un policier gifle un vieil homme noir et sourd au tribunal, puis son père, agent du FBI, entre. La salle d'audience était bondée, chargée d'un murmure d'anticipation haletant qui planait comme une brume au-dessus des bancs d'acajou polis. Tous les bancs de la galerie étaient occupés et les retardataires se pressaient contre les murs, retenus par la curiosité et une terreur sourde et inexprimée. La sécurité était renforcée. 2 agents se tenaient à chaque entrée, les bras croisés, les yeux rivés sur l'allée centrale. Aucune caméra n'était autorisée à l'intérieur, aucun enregistrement audio n'était autorisé, mais cela n'empêchait pas tous les regards de rester rivés sur l'allée centrale, où la tension semblait crépiter dans l'air immobile, tel un tonnerre lointain. Puis retentit le grincement sourd de la porte en chêne qui s'ouvrait, et la salle entière se figea. Les têtes se tournèrent, le murmure se transforma en silence, et pendant un instant, on eut l'impression que l'air avait été aspiré hors de la pièce. Un vieil homme franchit l'embrasure de la porte, marchant lentement et raidement, le dos légèrement voûté, les épaules rentrées comme s'il avait depuis longtemps renoncé à résister au poids du monde. Son costume était trop grand, ses manches lui frôlèrent les poignets, le tissu délavé le long des coutures, usé par le temps. Ses chaussures étaient éraflées, leurs semelles inégales à force d'avoir arpenté les mêmes sentiers familiers pendant des années. Il s'appelait Walter Green et avait 73 ans. Sourd de naissance, noir, un bibliothécaire à la retraite qui avait vécu la majeure partie de sa vie dans le cocon paisible des livres et du silence, qui n'avait jamais eu besoin d'élever la voix, non seulement parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il avait appris depuis longtemps que le silence pouvait être une force en soi. Walter marchait d'un rythme posé, chaque pas mesuré et prudent, soutenu par une canne en métal patiné qui claquait faiblement sur le sol en marbre. Il était flanqué de 2 huissiers de justice, bien qu'il n'en ait pas besoin. Leur présence était plus symbolique que réconfortante, une formalité dans une salle d'audience vibrant d'une agitation silencieuse. Walter n'était pas l'accusé, il n'était pas la défense, il n'était même pas témoin, du moins pas officiellement. Mais sa présence n'était pas fortuite. Il était venu avec un but précis, et il était venu seul. Alors qu'il approchait du premier rang de la galerie, les gens se déplaçaient pour faire de la place. Personne ne lui adressa la parole, mais le poids de leurs regards le suivait comme des ombres. Il s'assit lentement sur le banc, ses articulations protestant avec la même obstination sourde qu'à l'accoutumée. Sur l'écran installé juste au-dessus du banc du juge, une interprète judiciaire commença à traduire les débats en langue des signes, ses mains bougeant avec une fluidité maîtrisée. Les yeux de Walter la fixèrent sans ciller, absorbant chaque signe avec une précision silencieuse. Ses lèvres remuèrent faiblement, reflétant ce qu'il lisait. Ses mains noueuses reposaient sur ses genoux, l'une d'elles tapotant doucement l'intérieur de son manteau, là où quelque chose de dur et de rectangulaire pressait le tissu. Le juge-président, Myron Holloway, ajusta sa robe et ouvrit la salle d'audience. C'était un homme à la longue carrière, nommé à une autre époque, connu pour son attitude bourrue et son penchant pour les récits policiers. Il baissa les yeux du banc comme un homme scrutant un paysage qu'il croyait connaître par cœur, l'expression indéchiffrable, la voix posée, accueillant le jury et ordonnant à l'accusation de commencer. La procureure adjointe se leva, le ton vif et la posture assurée. Elle commença à exposer les arguments de l'État contre Deshaun Turner, un étudiant noir de 19 ans, accusé d'agression au premier degré. Ses propos étaient concis et répétés, sa présentation renforcée par la présence d'un grand écran à sa droite qui diffusait une image granuleuse capturée par une caméra de sécurité devant une supérette. L'enregistrement était en basse résolution, horodaté à 22h42. On y voyait une grande silhouette en sweat à capuche traverser le cadre en courant, disparaissant derrière une rangée de bennes à ordures. Le visage était flou, l'image floue par un mauvais éclairage et une compression insuffisante. Malgré tout, l'ADA a insisté sur le fait que la silhouette correspondait à la corpulence de Deshaun et qu'il portait un sweatshirt
récupérée dans sa chambre universitaire. Elle s'est ensuite penchée sur la déclaration imprimée d'un témoin oculaire qui aurait vu Deshawn fuir les lieux. Cette déclaration, recueillie 2 jours après l'incident, était truffée d'incohérences, mais elle l'a lue comme parole d'évangile. Puis est arrivé le rapport de police, dactylographié par l'inspecteur Roy Bracken, un homme qui, à l'insu du jury, faisait l'objet d'une enquête interne discrète pour falsification de preuves dans une autre affaire. Son nom avait du poids au sein du département, et sa signature sur le « Deshawn était assis à la table de la défense », vêtu d'une chemise froissée, encore froissée après avoir été tiré à la hâte d'un sac à vêtements en plastique. Ses poignets étaient tendus juste au-dessus de la table, le regard fixé vers l'avant. L'avocat commis d'office à ses côtés, Harold Knox, semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Il fouillait dans ses papiers, tâtonnait dans ses notes, griffonnait quelque chose sur un bloc-notes, puis le griffonnait quelques secondes plus tard. Sa cravate était de travers et sa mâchoire se crispait à chaque nouvelle affirmation acerbe de l'avocat. Il ressemblait à un homme essayant de remonter le courant dans des sables mouvants, épuisé, dépassé, déjà conscient de la fin habituelle de cette histoire. Mais Walter Green savait quelque chose que personne d'autre dans la salle ne savait. Il était assis là, respirant régulièrement, le regard fixé sur les mains de l'interprète, tandis que son esprit dérivait vers le petit objet niché dans la poche de son manteau, une clé USB, pas plus grande qu'une clé de maison, avec une bande de ruban adhésif noir sur son extrémité métallique. Elle contenait des images d'il y a 2 semaines, filmées par le nouveau système de sécurité de son voisin, le genre qui sauvegardait automatiquement sur un compte cloud et enregistrait en haute définition même la nuit. Walter n'en avait même pas eu connaissance jusqu'à ce que son voisin Cécile, un homme d'âge moyen qui travaillait de nuit et parlait rarement à qui que ce soit, la lui montre en passant. On y voyait Deshawn Turner, parfaitement clair, debout sur les marches de l'immeuble de Walter, l'aidant à porter un carton de livres jusqu'à son appartement. L'horodatage était le suivant, 22h39, la même nuit. Quelques minutes seulement avant l'agression présumée, à des kilomètres de l'endroit où l'accusation le disait. Walter avait pris la voiture pour se rendre au commissariat local. Il s'y était rendu seul, par un froid mercredi matin, manteau boutonné, sa canne claquant en rythme à l'approche de la réception. Il avait tout consigné dans une lettre soigneusement pliée, expliquant ce que montrèrent les images et comment il les avait obtenues. Il plaça la clé USB dans une enveloppe scellée, la tendit de l'autre côté du comptoir et attendit. Mais quelque chose se produisit. L'agente à l'accueil avait à peine jeté un coup d'œil au message. Elle disparut au fond avec, et Walter attendit plus d'1 heure dans le hall, regardant les agents passer sans même un regard dans sa direction. Finalement, un homme grand, aux cheveux clairsemés et portant un badge accroché à la ceinture, s'approcha. Il jeta un coup d'œil au message de Walter, en lut un extrait et fronça les sourcils. Puis, sans explication, il rendit l'enveloppe à Walter, la clé USB toujours à l'intérieur. Il griffonna quelque chose sur un post-it et lui dit que ce n'était pas pertinent, que l'affaire était déjà en cours, qu'il devait laisser le système faire son travail. Walter l'avait fixé un long moment sans changer d'expression. Il reprit l'enveloppe, se retourna et sortit. Maintenant, 2 semaines plus tard, il était assis dans la salle d'audience, observant ce même système faire ce qu'il faisait toujours. Le regarder consumer une autre jeune vie noire, lentement, délibérément, sous couvert de justice. Mais il n'était pas venu ici par colère. Il n'était pas imprudent. Il était venu parce qu'il y avait encore des choses qui comptaient, la vérité, l'intégrité, la préservation de la dignité face à une machinerie conçue pour la broyer. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Les visages se confondirent. Des journalistes griffonnaient des notes au dernier rang, des jurés assis, raides, incertains. L'ADA, projetant maintenant des images fixes de la vidéo, surlignant chaque image qui ressemblait vaguement à une culpabilité. Knox, tentant de soulever des objections, dont la plupart furent rejetées. Et au premier rang, Walter était assis en silence, témoin de tout,
même si personne ne savait encore ce qu'il tenait. Il posa délicatement la main sur la poche de son manteau, sentant le contour de la clé USB sous ses doigts. Ses lèvres remuèrent faiblement, tandis qu'il continuait à suivre les mains de l'interprète, et dans ce mouvement silencieux, ce rythme murmuré de respiration et de détermination, il y avait aussi autre chose. Une décision qui se prend, ni précipitée, ni paniquée, juste inévitable. Parce que Walter Green n'était pas venu pour regarder. Il était venu pour agir. 2 semaines plus tôt, Walter était entré en traînant les pieds dans le commissariat 45, la lumière de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur le sol en linoléum éraflé. Son corps se déplaçait avec la lenteur et la prudence de quelqu'un habitué à être ignoré, habitué à attendre. Il serrait une petite clé USB cabossée dans une main et son téléphone dans l'autre. L'application bloc-notes ouverte, un texte déjà tapé. Les mots étaient simples, urgents. J'ai la preuve que ce garçon n'a pas fait ça. Vidéo, regardez. Son autre main tremblait légèrement lorsqu'il s'approcha de la réception, où le sergent Hale était assis sous une affiche jaunie sur laquelle était écrit « Protéger et servir ». Hale leva à peine les yeux, sa mâchoire frottant lentement un chewing-gum, son regard scrutant Walter comme s'il le classait mentalement dans une catégorie âgé, probablement désorienté, pas une menace. Il prit néanmoins la clé, lut le message sur son téléphone et hocha brièvement la tête avant de disparaître dans un couloir bordé de portes verrouillées et de caméras de sécurité. Walter s'assit sur une chaise en plastique dur, juste sous le bourdonnement du néon. Il attendit. 1 heure passa. Puis 2, une 3e. La douleur dans le bas de son dos se mit à palpiter, rappel d'une vieille blessure qui aimait se manifester lors des longues attentes. Vers la 4e heure, il demanda un verre d'eau. Vers la 5e, il demanda Hale. À chaque fois, on lui disait d'attendre. Finalement, alors que le soleil disparaissait derrière les étroites vitres du plafond, Hale revint, le visage impassible, la voix hachée. Il n'y avait rien d'utilisable sur le disque dur, dit-il. Rien qui vaille la peine d'être envoyé. Walter l'avait fixé du regard, clignant des yeux, incrédule. Il désigna ses oreilles, puis de nouveau son téléphone, tapant un autre message. « C'est impossible. Je l'ai regardé. Veuillez me le rendre. » Hale ne répondit pas tout de suite. Il feuilleta quelques papiers sur son presse-papier, évitant tout contact visuel. Lorsque Walter appuya de nouveau, avec insistance cette fois, la mâchoire de Hale se serra. La clé USB avait été égarée, dit-il d'un ton neutre. Elle pourrait être n'importe où. Peut-être qu'elle a été jetée. Peut-être qu'elle n'a jamais existé. Le cœur de Walter se serra, mais il ne protesta pas. Il hocha simplement la tête, remercia l'homme avec un sourire las et sortit. Il en avait trop vu dans sa vie pour être surpris. Mais cela ne signifiait pas qu'il était vaincu. Il avait toujours été préparé. Il y a longtemps, après que trop d'objets aient disparu dans des circonstances trop suspectes, Walter avait pris l'habitude de toujours faire une sauvegarde. Ce soir-là, il retourna à son appartement. Un appartement exigu au 3e étage, sans ascenseur, avec du papier peint qui se décollait et une photo de sa défunte épouse encore accrochée à la porte, et ouvrit le tiroir de sa table de chevet. Là, nichée sous une paire de chaussettes soigneusement pliées, se trouvait la 2e clé USB, identique, intacte, en sécurité. Et maintenant, 2 semaines plus tard, elle était dans la poche intérieure de son long manteau gris, appuyé contre le côté gauche de sa poitrine, assis en silence au fond de la salle d'audience. Les murs étaient hauts et solennels, l'éclairage tamisé, l'air sec. Au fond de la salle, DeShawn était assis à côté de son avocat commis d'office, la tête baissée, les mains jointes sur les genoux. Le garçon semblait ne pas avoir dormi. Il semblait avoir vieilli d'1 an en quelques semaines. Walter le regardait avec une lourdeur dans la poitrine, le genre de celles qui n'apparaissent que lorsqu'on voit une injustice se dérouler et qu'on connaît la vérité sans pouvoir la crier haut et fort. Il ne faisait plus confiance au système,
mais il avait espéré que l'avocat serait différent. Jeune, déterminé, le regard trop plein de combativité pour être déjà brisé, Walter avait prévu d'attendre la suspension d'audience, puis de s'approcher discrètement de lui et de lui remettre la clé USB. Pas de discours, pas de drame, juste l'épreuve. Laissons la vérité faire son œuvre. Laissons la loi faire son œuvre, pour une fois. Mais avant la suspension d'audience, tout s'écroula. Le juge, un homme chauve et trapu, à la voix vive et à l'air las des affaires compliquées, demanda une pause de 10 minutes. Son marteau s'abattit avec un coup sec qui résonna contre les murs de la salle. Des chaises raclèrent le sol. Des murmures emplirent l'air, tandis que la galerie s'agitait. Walter se leva lentement, les genoux craquants, le corps raidi par la longue position assise. Il serra la clé USB dans sa paume et s'engagea dans l'allée centrale, se dirigeant vers la table de la défense. Mais soudain, une silhouette apparut devant lui. L'agent Kyle Denton. Grand, trapu, la peau pâle comme de la craie. Son uniforme impeccable, les bords de son badge accrochant la lumière. Son regard se posa sur Walter avec une suspicion immédiate. Denton avait une réputation qui lui collait à la peau comme une puanteur nauséabonde. Des murmures de rudesse inutiles, des rapports internes qui ne semblaient jamais mener nulle part. Mais rien n'avait jamais collé. Il ne souriait qu'avec ses dents, jamais avec ses yeux. Walter marqua une pause, fit un geste vers ses oreilles pour indiquer qu'il n'entendait pas, puis désigna l'avocat. Il leva la clé USB entre eux, la tenant comme un geste de paix. Denton tendit la main et le repoussa violemment, le vieil homme reculant d'un pas. La voix de l'agent, épaisse et teintée de mépris, résonna dans le silence soudain. « Assieds-toi, vieux. » Walter écarquilla les yeux. Il secoua la tête, réessaya. Tendant la clé USB, la bouche ouverte comme pour expliquer ce qu'il ne pouvait dire à voix haute. Crac! Le bruit résonna dans la salle d'audience comme un pétard, coupant le souffle. La main de Denton l'avait frappé au visage, brutalement, avec précision, sans pitié. La tête de Walter pivota brusquement sur le côté, le tranchant du cou projetant son appareil auditif dans les airs. Il heurta le sol avec fracas, dérapant sous une rangée de chaises. Il n'en avait plus besoin depuis des années, mais il le portait toujours, vestige du passé. La gifle lui coupa les jambes. Il s'effondra en arrière, son corps heurtant le sol de marbre avec un bruit sourd et écœurant. Une chaussure glissa à moitié. Sa canne claqua à côté de lui. Des halètements brisèrent le silence comme des éclats de verre. Une femme dans la galerie se couvrit la bouche. Un homme jura à voix basse. Deschamps se releva, alarmé, mais son avocat le tira à nouveau vers le sol, murmurant quelque chose qui ne l'atteindrait jamais. Walter resta immobile un instant, la poitrine haletante, la douleur se propageant comme de l'encre à sa mâchoire et à sa hanche. Du sang s'accumula au coin de sa bouche. La clé USB roula de sa paume et s'immobilisa juste à côté de la table du procureur. Le juge Holloway frappa de nouveau du marteau, la voix s'élevant en signe de protestation, mais ses paroles furent noyées dans le chaos du moment. Et puis, les portes du fond de la salle d'audience s'ouvrirent. Un grand homme noir entra, sa silhouette encadrée par les néons du couloir. Il portait un long trench-coat sombre qui ondulait légèrement à mesure qu'il avançait, chaque pas mesuré, réfléchi. Son expression était gravée dans le granit, féroce, maîtrisée, mais brûlante sous la surface. La salle sembla se contracter autour de sa présence. Sa voix trancha le tumulte comme une lame. Agent Denton. Toutes les têtes se tournèrent. Même le juge se figea, marteau en l'air. L'agent, toujours menaçant près du corps étendu de Walter, se redressa instinctivement. L'homme fouilla dans son manteau et en sortit un badge. Il le brandit haut, non pas pour Denton, mais pour que tout le monde le voie. « Agent spécial Calvin Green, FBI, c'est mon père que vous venez de frapper. » Un silence pesant s'abattit. Denton cligna des yeux, les lèvres crispées comme s'il cherchait à formuler une réponse, mais rien ne vint. Walter, toujours au sol, tourna la tête vers la voix, les yeux écarquillés par la reconnaissance. Calvin fixa l'huissier,
la mâchoire si serrée qu'une veine palpitait dans son cou. Derrière lui, 2 autres agents entrèrent, vêtus de costumes classiques, scrutant la salle du regard, les mains près de leur ceinture. Le juge ouvrit la bouche pour parler, mais Calvin était déjà en mouvement, dépassant les rangées de spectateurs stupéfaits, la table des accusés, les avocats qui chuchotaient. Il s'agenouilla près de son père, le souleva délicatement pour le faire asseoir, inspectant la plaie sur sa joue, l'ecchymose déjà en formation. Walter toucha le bras de son fils, les doigts tremblants. Il murmura quelque chose. Calvin hocha la tête. Il leva alors les yeux vers le juge, d'une voix calme, mais ferme. Cette salle d'audience fait désormais l'objet d'une enquête fédérale en cours, entrée en vigueur immédiate. Personne ne bougea, personne n'osa. Calvin se leva, souleva Walter et se tourna vers la galerie. « Ce qui vient de se passer, poursuivit-il, ne sera pas ignoré. Il y a la vidéo, il y a des témoins, et il y aura des conséquences. Et puis, pour la première fois, la peur se déplaça, du banc des accusés à la table de l'accusation, du jeune accusé au système accusateur. Alors que le chaos s'installait dans la salle d'audience, un silence inquiétant régnait parmi les marshals postés près du banc. La voix du juge Holloway résonna dans la salle lorsqu'il exigea que l'agent Calvin Green soit immédiatement retiré. Mais ces mots restèrent creux. Aucun des marshals ne bougea. Ils restèrent figés, observant la scène se dérouler comme s'ils ne savaient pas quelle loi ils étaient censés défendre, l'autorité ou la justice. Quelques regards échangèrent, mais pas une seule main ne se tendit vers Calvin. Dans le silence stupéfait, Calvin ignora complètement l'ordre. Son attention se porta sur Walter, qui avait été brutalement poussé sur le banc par un agent fédéral sous les yeux de tous. Le vieil homme était assis, affalé, la lèvre ensanglantée, une main tremblante alors qu'il tentait de se relever. Calvin s'avança rapidement, s'accroupissant aux côtés de son père et le redressant avec une douceur qui contrastait avec la rage qui couvait sous son calme apparent. Ses mains bougeaient délibérément à chaque mot qu'il signait, ferme et rassurante. « Je m'en occupe, papa. » Le regard de Walter, toujours perçant malgré la douleur, se fixa sur celui de son fils. Il hocha légèrement la tête, lentement et posément, le souffle court mais provocateur. Calvin se leva et se retourna, les yeux rivés sur le banc. Le poids de sa voix résonna dans toute la salle d'audience, étouffant même le bruit des chaussures sur le marbre. Il rappela au juge et à toutes les personnes présentes qu'il venait d'assister à une agression fédérale contre un civil handicapé, un homme qui avait perdu l'ouïe au service de son pays. Il déclara que la juridiction était invoquée sous surveillance fédérale et, plongeant son regard dans celui du juge Holloway, il précisa clairement que les conséquences ne se limiteraient pas à une simple réprimande. La fureur du juge trahissait son visage, mais derrière cette colère se cachait une lueur de peur. Accusation d'entrave. Le mot retentit comme un coup de massue. En quelques instants, Holloway frappa violemment son marteau, aboyant un ordre en retrait d'une voix qui masquait à peine son autorité déclinante. La salle se mit à bouger. Les avocats se bousculaient pour rassembler leurs notes, les journalistes chuchotaient dans leur téléphone, les observateurs se bousculèrent pour sortir. Dehors, bien que les caméras aient été interdites d'accès au procès, des informations avaient déjà commencé à filtrer. Des croquis du tribunal, dessinés à la hâte et bruts, étaient envoyés avec des légendes. Les journalistes tweetaient des fragments de la scène et le nom de Calvin Green illuminait les discussions de groupe, les salles de rédaction et les fils de discussion cryptés. La tempête avait éclaté et les rumeurs se propageaient plus vite que les faits. Dans le chaos du présent, le passé reprenait son cours. Il y a 3 ans, Calvin se tenait à une estrade devant son ancienne unité, la division des opérations spéciales du NYPD, lisant à voix haute la liste des noms liés à un contrat officieux avec Aegis Solutions, une société de sécurité privée censée être chargée de la stabilisation des quartiers. Ce qu'il avait découvert, cependant, était plus profond. Un canal de financement direct du bureau du sénateur Gregory Harlan vers Aegis,
acheminés par le biais d'organismes caritatifs fictifs. En échange, les commandants de circonscription ciblaient les quartiers défavorisés par des arrestations agressives, gonflant les statistiques avec des accusations mineures visant à détenir plutôt qu'à condamner. Des jeunes, principalement noirs et métis, étaient détenus dans des centres de détention sans surveillance, certains attendant des dates d'audience qui n'arrivaient jamais. Lorsque Calvin a fait une déclaration publique, dénonçant la corruption et les violations des droits civiques, il a été qualifié de responsable. Les affaires internes ont enterré son dossier sous prétexte de violation du code et il a été contraint de quitter la police. Il y a 6 mois, son habilitation a été rétablie par un nouveau groupe de travail, la surveillance interne de la corruption. Une poignée d'agents, triés sur le volet et profondément enfouis au sein de l'appareil judiciaire fédéral, furent autorisés à débusquer la corruption interne. Calvin accepta, mais à certaines conditions, pas de bureaucratie, pas de laisse et un accès complet aux communications au niveau de l'État. Ses premières missions le maintinrent dans le sud du Bronx, mais toutes les affaires pointaient vers le même nom, Aegis. Le cabinet ne s'était pas tu après sa dénonciation. Ils étaient simplement devenus plus intelligents, se faufilant entre les juridictions, parce qu'ils n'allaient pas perdre ce procès, et lui non plus. De retour au tribunal une semaine plus tard, tout avait basculé. L'air était plus lourd, comme si les murs de la salle d'audience avaient absorbé le poids de toutes les injustices révélées ces derniers jours. Les journalistes se pressaient au dernier rang, leurs stylos tremblants, leurs caméras prêtes mais contenues. À l'extérieur, des manifestants scandaient le nom de Deshawn dans des mégaphones, leur voix étouffée, mais implacable. À l'intérieur, sous des néons vacillants, un nouveau juge siégeait. Le juge Tom Laskin, un centriste vieillissant aux cheveux blancs clairsemés et aux sourcils constamment froncés, observait la salle d'un œil las. Personne ne manquait l'attention dans sa posture. Il n'était pas là par choix. Le juge initial s'était récusé pour conflit d'intérêts, bien que des murmures dans le couloir fassent état de pression exercée par le bureau du gouverneur. Laskin n'était qu'un remplaçant. Tout le monde le savait. Mais aujourd'hui, il détenait le pouvoir, même si ce n'était que temporaire. La table de la défense avait également changé. Calvin Rawls était assis à côté de l'avocat principal, son costume bleu marine impeccable, un badge fédéral accroché à sa poche de poitrine. En tant qu'observateur fédéral désigné suite à une pression publique croissante et à une pétition qui avait recueilli près de 100 000 signatures en 48 heures, il n'était pas une simple formalité. Sa présence changeait la donne, apportant un poids de responsabilité auquel personne au sein de l'équipe de l'accusation ne s'attendait. Le juge Laskin a demandé la présentation des preuves et Calvin n'a pas hésité. Il s'est levé, s'est dirigé vers le greffier et lui a remis la clé USB. Les écrans de la salle d'audience se sont allumés, les images de Walter récupérées, améliorées et vérifiées par des analystes médico-légaux indépendants ont été diffusées sans commentaire. Les images étaient horodatées, claires et ininterrompues. On y voyait Deshawn Carter quitter sa résidence universitaire, rire avec 2 camarades de classe et entrer dans un restaurant à 23h47, au moment même où l'accusation avait affirmé qu'il commettait le vol à main armée à 3 kilomètres de là. Aucun montage, aucune coupure, juste la vérité en temps réel, irréfutable et dévastatrice. Un lent murmure parcourut la salle d'audience. Une jurée se couvrit la bouche. Un autre remua sur son siège, visiblement perturbé. La chronologie élaborée par l'accusation, méticuleusement élaborée, renforcée par des images de sécurité soigneusement sélectionnées et des témoignages incomplets, s'effondra en temps réel. Il était désormais impossible de le nier. Deshawn n'aurait pas pu faire ça. Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Mais ensuite, l'inspecteur Roy Bracken monta à la barre. Il marchait lentement, le dos raide et provocateur, son badge sur la poitrine luisant comme un défi. Calvin le regardait, les bras croisés, l'air indéchiffrable. Bracken s'assit,
prêta serment et se pencha vers le micro avec un sourire narquois qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Il ne sourcilla pas lorsqu'on l'interrogea sur les images. Il affirma immédiatement qu'elles avaient été trafiquées, manipulées, avec des outils numériques modernes. Il dit avoir déjà vu des choses pareilles. Puis, avec une assurance creuse qui stupéfia la salle, il affirma que Deshawn avait avoué. Il affirma que cela s'était passé en privé lors d'un transfert entre cellules. Pas de témoins, pas d'enregistrement, pas de papier. Juste sa parole. Sur ce, Calvin bougea. Il se releva, tenant cette fois un nouveau dossier, une enveloppe scellée portant l'autorisation fédérale. Il s'approcha du tribunal avec une précision discrète, tendit le dossier à l'huissier et retourna à sa place. Le juge Laskin, intrigué mais visiblement agacé par la rupture de rythme, ouvrit le dossier et le lut en silence pendant quelques instants. Lorsqu'il releva les yeux, Calvin parlait déjà, calmement et méthodiquement. 2 nuits plus tôt, Calvin avait exercé son autorité d'observateur fédéral pour assigner à comparaître des communications internes et des données du département de Bracken. C'était une routine, expliqua-t-il. Mais ce qu'il trouva ne l'était pas. Au plus profond des serveurs du département, enfoui sous des couches de cache effacées, un seul fichier vidéo avait été récupéré. L'analyse forensique confirma son authenticité. Aucune modification. Aucune anomalie de compression. Le tribunal resta silencieux lorsque la 2e vidéo commença à être diffusée. On y voyait l'inspecteur Bracken, clairement visible même dans l'obscurité, marchant derrière le dortoir de Deshawn à 4h12, soit plusieurs heures après le crime présumé. L'horodatage de la caméra piéton était synchronisé. Bracken portait un sac en papier Kraft. Il s'arrêta près d'une benne verte, jeta un coup d'œil autour de lui et y plaça soigneusement le sac avant de... parce qu'il n'allait pas perdre ce procès, et lui non plus. De retour au tribunal 1 semaine plus tard, tout avait basculé. L'air était plus lourd, comme si les murs de la salle d'audience avaient absorbé le poids de toutes les injustices révélées ces derniers jours. Les journalistes se pressaient au dernier rang, leurs stylos tremblants, leurs caméras prêtes mais contenues. À l'extérieur, des manifestants scandaient le nom de Deshawn dans des mégaphones, leur voix étouffée, mais implacable. À l'intérieur, sous des néons vacillants, un nouveau juge siégeait. Le juge Tom Laskin, un centriste vieillissant aux cheveux blancs clairsemés et aux sourcils constamment froncés, observait la salle d'un œil las. Personne ne manquait l'attention dans sa posture. Il n'était pas là par choix. Le juge initial s'était récusé pour conflit d'intérêts, bien que des murmures dans le couloir fassent état de pression exercée par le bureau du gouverneur. Laskin n'était qu'un remplaçant. Tout le monde le savait. Mais aujourd'hui, il détenait le pouvoir, même si ce n'était que temporaire. La table de la défense avait également changé. Calvin Rawls était assis à côté de l'avocat principal, son costume bleu marine impeccable, un badge fédéral accroché à sa poche de poitrine. En tant qu'observateur fédéral désigné suite à une pression publique croissante et à une pétition qui avait recueilli près de 100 000 signatures en 48 heures, il n'était pas une simple formalité. Sa présence changeait la donne, apportant un poids de responsabilité auquel personne au sein de l'équipe de l'accusation ne s'attendait. Le juge Laskin a demandé la présentation des preuves et Calvin n'a pas hésité. Il s'est levé, s'est dirigé vers le greffier et lui a remis la clé USB. Les écrans de la salle d'audience se sont allumés, les images de Walter récupérées, améliorées et vérifiées par des analystes médico-légaux indépendants ont été diffusées sans commentaire. Les images étaient horodatées, claires et ininterrompues. On y voyait Deshawn Carter quitter sa résidence universitaire, rire avec 2 camarades de classe et entrer dans un restaurant à 23h47, au moment même où l'accusation avait affirmé qu'il commettait le vol à main armée à 3 kilomètres de là. Aucun montage, aucune coupure, juste la vérité en temps réel, irréfutable et dévastatrice. Un lent murmure parcourut la salle d'audience. Une jurée se couvrit la bouche. Un autre remua sur son siège, visiblement perturbé.
La chronologie élaborée par l'accusation, méticuleusement élaborée, renforcée par des images de sécurité soigneusement sélectionnées et des témoignages incomplets, s'effondra en temps réel. Il était désormais impossible de le nier. DeShawn n'aurait pas pu faire ça. Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Mais ensuite, l'inspecteur Roy Bracken monta à la barre. Il marchait lentement, le dos raide et provocateur, son badge sur la poitrine luisant comme un défi. Calvin le regardait, les bras croisés, l'air indéchiffrable. Bracken s'assit, prêta serment et se pencha vers le micro avec un sourire narquois qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Il ne sourcilla pas lorsqu'on l'interrogea sur les images. Il affirma immédiatement qu'elles avaient été trafiquées, manipulées, avec des outils numériques modernes. Il dit avoir déjà vu des choses pareilles. Puis, avec une assurance creuse qui stupéfia la salle, il affirma que DeShawn avait avoué. Il affirma que cela s'était passé en privé lors d'un transfert entre cellules. Pas de témoins, pas d'enregistrement, pas de papier. Juste sa parole. Sur ce, Calvin bougea. Il se releva, tenant cette fois un nouveau dossier, une enveloppe scellée portant l'autorisation fédérale. Il s'approcha du tribunal avec une précision discrète, tendit le dossier à l'huissier et retourna à sa place. Le juge Laskin, intrigué mais visiblement agacé par la rupture de rythme, ouvrit le dossier et le lut en silence pendant quelques instants. Lorsqu'il releva les yeux, Calvin parlait déjà, calmement et méthodiquement. 2 nuits plus tôt, Calvin avait exercé son autorité d'observateur fédéral pour assigner à comparaître des communications internes et des données du département de Bracken. C'était une routine, expliqua-t-il. Mais ce qu'il trouva ne l'était pas. Au plus profond des serveurs du département, enfoui sous des couches de cache effacées, un seul fichier vidéo avait été récupéré. L'analyse forensique confirma son authenticité. Aucune modification. Aucune anomalie de compression. Le tribunal resta silencieux lorsque la 2e vidéo commença à être diffusée. On y voyait l'inspecteur Bracken, clairement visible même dans l'obscurité, marchant derrière le dortoir de DeShawn à 4h12, soit plusieurs heures après le crime présumé. L'horodatage de la caméra piéton était synchronisé. Bracken portait un sac en papier Kraft. Il s'arrêta près d'une benne verte, jeta un coup d'œil autour de lui et y plaça soigneusement le sac avant de... Quelqu'un murmura « Oh mon Dieu !» et même la sténographe leva les yeux de ses clés. Sur le banc des procureurs, un procureur adjoint junior était penché en arrière, visiblement pâle. Bracken ne bougea pas. Il regardait droit devant lui, la mâchoire serrée, le visage vidé de toute sa suffisance. Le juge Laskin s'agita, mal à l'aise, sur son siège. Il jeta un coup d'œil au greffier, puis au jury, puis de nouveau à Calvin, dont les yeux ne quittaient pas l'inspecteur. Cela aurait dû être terminé. C'était le moment, la révélation d'un mensonge trop gros pour tenir, le moment où la justice rattrapait le système, le moment où DeShawn pouvait enfin respirer. Mais soudain, les portes du fond de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant. 2 hommes entrèrent sans prévenir, flanqués de la sécurité, le gouverneur Winston Bright, impeccablement vêtu, l'air sombre, et le sénateur Paul Harlan, les yeux scrutant la salle comme un champ de bataille. Aucune présentation, aucune explication. Ils s'approchèrent du tribunal lorsque le juge demanda une suspension d'audience. La salle se vida dans un flot de murmures et de pas dispersés, mais Calvin resta assis, les mains jointes, les yeux rivés sur le banc où la politique murmurait désormais à la place de la justice. 10 minutes passèrent, puis 20. Lorsque le tribunal reprit ses travaux, le gouverneur et le sénateur étaient partis, mais leur présence persistait comme une empreinte digitale dans l'air. Le juge Laskin revint avec une expression différente, moins lasse, plus réservée. Il ajusta sa robe, s'éclaircit la gorge et annonça que le tribunal reporterait sa décision sur la recevabilité des images de caméra retrouvées et la prochaine phase du procès. Il évoqua la nécessité d'un examen éthique formel, d'un audit de procédure et de la supervision d'un comité de déontologie judiciaire. Avec effet immédiat, la procédure serait suspendue
jusqu'à la conclusion de l'examen. Un silence stupéfait suivit, puis l'indignation. L'avocat de la défense se leva, exigeant des éclaircissements. La chaise de Calvin racla bruyamment tandis qu'il se levait à son tour, exigeant des justifications. Mais Laskin ne bougea pas. Son ton était ferme, sa posture froide. Personne dans la salle n'a manqué ce qui venait de se passer. La justice différée, non pas par la loi, mais par l'influence. Calvin s'assit lentement, les yeux plissés. Ils essayaient de l'enterrer à nouveau. Comme avant, quand la première vidéo avait été ignorée, quand les aveux avaient été fabriqués, quand l'arme avait été retrouvée dans une benne à ordures commodément nettoyée. Ce n'était pas un retard, c'était une évasion, un retard suffisant, et le souvenir s'estompe, l'indignation s'apaise. La machine continue, mais depuis la galerie, un mouvement soudain rompit le silence. Walter se leva. Il était resté assis en silence pendant des jours, pâle et renfermé, les yeux souvent rivés au sol. Mais maintenant, il tremblait, non pas de peur, mais de détermination. Il regarda le banc droit dans les yeux, la voix faible, mais de plus en plus forte. « Il est innocent, dit-il, et je ne bougerai pas tant que vous ne l'aurez pas dit. » Des halètements résonnèrent à nouveau dans la salle d'audience. La voix de Walter tremblait, mais se maintint. Il ne s'assit pas, ne broncha pas. Le garçon qui tremblait autrefois à huis clos se tenait maintenant devant le tribunal, silhouette solitaire dans un océan de silence. Les caméras étaient braquées sur lui. Les journalistes griffonnaient furieusement. Une mère au dernier rang se mit à pleurer. Laskin ne répondit pas. Il baissa les yeux, les doigts crispés sur le bord du banc. Walter resta debout. Dehors, la foule se pressa. À l'intérieur, l'instant se prolongea, et quelque chose changea, non pas dans le jugement, ni dans la politique, mais dans la salle elle-même. Un poids pesa sur chaque cœur, une vérité trop crue pour être niée. DeShawn Carter n'était pas un criminel, c'était un enfant lésé, utilisé et presque rejeté, mais il était désormais vu, non pas par les systèmes, ni par la politique, mais par les gens, et il n'allèrent nulle part.